Le grand esprit de la grande nation iranienne et le grand leader de la nation islamique, l'imam Khamenei, a rejoint le royaume suprême en buvant le nectar du martyr pendant le mois sacré du Ramadan. C'est très tard dans la nuit du dimanche 1er mars 2026 que les autorités iraniennes ont confirmé l'information selon laquelle le guide suprême, M. Ali Khamenei, aurait perdu la vie. Il est mort suite à la déclaration officielle qui a eu lieu et qui a été tenue par Israël, le premier ministre Benjamin Netanyahu et le président américain Donald Trump. Alors, tous ont donné l'information selon laquelle le guide suprême serait mort. L'information a donc été confirmée et aujourd'hui, c'est un deuil national. Deuil national de 40 jours, dont 7 jours fériés, 7 jours de vacances où les Iraniens devront pleurer le guide suprême. Mais pendant ce temps, la guerre continue. Et dans cette vidéo, on reviendra sur comment est-ce que le guide suprême a été tué, les coulisses de cet assassinat, mais par-dessus tout ce qui est en train de se passer par la suite, la succession et la continuation du conflit. Dans cette vidéo, on revient sur tout en détail. Il faut noter que les premières informations de décès n'ont pas concerné directement le guide suprême. C'était plutôt la fille du guide suprême, son beau-fils et sa petite-fille qui ont été d'abord et avant tout signalés comme morts. Mais avant eux déjà, il y avait des rumeurs de mort concernant le guide suprême lui-même. Et cette information n'a pas été confirmée jusqu'à ce qu'on soit dans la nuit du dimanche 1er mars 2026. À côté du guide suprême, il y a de hauts fonctionnaires, hauts cadres du régime iranien qui ont perdu la vie. Ils sont nombreux, dont le chef du renseignement de la police, qui est celui-là qui supervisait toutes les manifestations qui récemment ont eu lieu et qui ont été qualifiées par l'Occident de manifestations réprimées dans le sang par le régime. Tous ces hauts cadres ont perdu la vie, sauf 3 d'entre eux. Ce qui est très intéressant à savoir, c'est comment est-ce que tout cela s'est fait. Il faut savoir que, pour dresser le contexte, tout au long du mois de février, le régime iranien craignait déjà de plus en plus la menace d'une attaque combinée entre Israël et les États-Unis, qui brandissait à plusieurs reprises cette menace-là, surtout par le canal du président américain M. Donald Trump. Le guide suprême avait d'ores et déjà désigné ses successeurs, on va en parler tout à l'heure, mais il se montrait particulièrement prudent. C'est donc le samedi matin que le guide suprême Ali Khamenei a décidé de tenir une réunion. C'est une réunion de routine avec ses principaux conseillers. Mais il faut savoir que le guide suprême, pendant toute cette période où la menace traînait, existait, était à l'intérieur d'un bunker. Mais ce samedi matin, il décide de quitter son bunker pour tenir cette réunion. Pour lui, il pourrait avoir quand même une sécurité comme celle qu'il a dans son bunker. C'est ainsi que Washington et Tel Aviv ne vont pas manquer cette occasion pour assassiner le guide suprême. Comment est-ce que ça s'est fait? À l'origine, cette attaque était prévue pour la nuit précédente, donc la nuit du vendredi. Mais l'horaire a été modifié lorsque le lieu exact de la rencontre a été modifié et a été connu par la suite par Israël et États-Unis. Parce que la rencontre n'aura plus lieu dans son bunker, c'est donc à l'extérieur désormais. C'est ainsi que la décision finale d'assassiner le guide suprême aurait été prise la nuit du vendredi par le président Donald Trump qui a donné son feu vert. C'est une décision qui faisait suite à l'échec des pourparlers, il faut le rappeler, de paix à Genève entre tous ces protagonistes-là sur la question de l'arme nucléaire et de la politique intérieure de l'Iran. Les États-Unis ont donc délibérément laissé l'agenda des négociations et ont décidé de passer à la force, utilisant donc l'armement. Il faut rappeler que pendant ce temps, des équipes à Washington et à Tel Aviv terminaient de préparer l'attaque parce qu'il fallait le faire très rapidement, ce n'était plus selon l'agenda prévu. Une source des services de renseignement israéliens décrivait les Iraniens comme arrogants et estimait qu'ils ont supposé à tort que le président Trump allait passer à l'action parce que tout devait se tenir dans le bunker et c'est par la suite à l'extérieur que cela aura lieu. Vous le savez, l'assassinat de M. Khamenei n'a pas été décidé au hasard. C'est le résultat de plusieurs mois d'une préparation de cette opération qui a été confirmée par la suite par Israël. Tout est revenu à la CIA qui, elle, avait joué le rôle au Venezuela et qui est venue répéter la même approche, la même stratégie à Téhéran en Iran. La CIA, comme d'habitude, a suivi avec précision les déplacements, les routines de M. Khamenei et son équipe en s'appuyant sur l'expérience acquise lors de la guerre de 12 jours, qui est un conflit qui avait également opposé les mêmes protagonistes dans le mois de juin 2025. C'est ainsi qu'elle a appris comment l'ayatollah et ses commandants communiquaient et se cachaient en cas de menace majeure. Les États-Unis et Israël ont donc en ce sens eu recours à une méthodologie désormais très connue, après ce qu'on a vu au Venezuela, parce que conscients que les personnalités de haut rang n'utilisent pas des smartphones pour pouvoir communiquer, ils ont utilisé un stratagème très intéressant. Ils ont piraté les téléphones des chauffeurs, des gardes du corps et des membres du personnel
du guide suprême et de son entourage. C'est ainsi que toutes les informations et la localisation de ces personnalités leur étaient connues. Le Mossad disposait également d'un réseau de dissidents et d'agents en Iran, lui permettant d'obtenir donc les coordonnées exactes des chambres à coucher, de tous les cadres du régime, des lieux de réunion et les routines des plus hauts fonctionnaires iraniens, sans oublier le guide suprême. Des communications et des métadonnées ont également été interceptées lorsque cela était possible. Parfois, les cibles ont été attirées vers des bunkers à l'aide de faux messages d'alerte, puis visées par des F-15, des F-35 ou des drones équipés de bombes anti-bunker afin de préparer également l'attaque. C'est donc ainsi que les États-Unis et Israël étaient très prêts pour pouvoir attaquer l'Iran. Chose intéressante aussi à signifier, c'est que dans les semaines qui ont précédé l'attaque contre le guide suprême, les dirigeants du Mossad et des services de renseignement militaire israéliens se sont rendus aux États-Unis à Washington pour ensemble préparer deux opérations. La première, c'est ce qui a été appelé Epic Fury, et la seconde a été appelée Rolling Lion. La CIA a partagé donc des images de satellites et des renseignements terrestres, ce qui a permis à Israël de mener des attaques avec précision par le canal d'avions de combat, selon le New York Times, sur le territoire iranien. Khamenei n'était pas la seule victime de haut rang, parce que, comme signifié un peu plus tôt, le nouveau chef des gardiens de la révolution, Mohamed Parkou, a été tué également. Sans oublier M. Ali Sankrani, le conseiller du guide suprême. En outre, environ 4 dirigeants politiques et commandants auraient également péri selon les médias iraniens suite à cette attaque. Il y a plusieurs bilans qui ont été faits par le Croissant Rouge et la Croix-Rouge, déterminant ainsi le nombre de décès à plus de 200 morts et à environ 747 blessés. Ça, c'est l'information officielle que l'on a eue en fin d'après-midi du samedi 28 février 2026. Pour revenir à la succession, alors que les dirigeants iraniens ont remarqué que les États-Unis et Israël promettaient d'attaquer, vu qu'ils ont réuni de nombreux effectifs, dont 2 porte-avions dans la région et menacé de frapper encore plus fort, le contexte a conduit l'ayatollah et le guide suprême iranien, M. Ali Khamenei, a nommé 3 hauts dignitaires chiites dont l'identité est restée inconnue à l'époque pour lui succéder en cas de décès. En parallèle, il fallait choisir un laïc qui, lui, sera chargé de veiller à ce que la République islamique conserve sa stabilité globale. Et la personne qui a été choisie, c'est M. Ali Larijani. Et aujourd'hui, suite au décès du guide suprême Ali Khamenei, c'est lui qui coordonne toute l'action. Faut dire très rapidement qui est cet homme, M. Ali Larijani. Il est issu d'une famille très religieuse, conservatrice également. Et lui, devenu commandant des gardiens de la Révolution, puis proche conseiller de l'ayatollah, le 5 août 2025, il a été nommé secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale. C'est ce conseil-là qui rassemble les principaux dirigeants iraniens et qui dirige de facto le pays. Si le président iranien, c'est M. Massoud Pezeshkian, il faut signifier qu'officieusement, cette institution est aussi considérée comme le véritable chef du pays. Et lui, M. Larijani, il a également été membre du conseil de discernement qui fait office de conseil d'État et dont le président est son frère cadet, M. Sadek Larijani. En janvier 2026, il était responsable de la répression des manifestants qui ont ébranlé le pays. Aujourd'hui, il est chargé de la lutte contre les dissidents et aussi d'assurer le soutien des États alliés comme la Russie et établir des plans en cas de conflit avec les États-Unis. C'est donc à cet homme qu'est revenue la lourde et grande tâche qui est celle de veiller à la construction du nouveau Iran qui va permettre à ce que la bataille ne soit pas en sa défaveur, réussir à lutter contre les États-Unis et Israël. Mais ça ne s'arrête pas là parce que les noms des successeurs n'ont pas été connus avant. C'est aujourd'hui qu'en plus de M. Larijani, on connaît le nom des 3 autres successeurs pour ne pas dire d'où est-ce qu'ils proviennent. C'est d'abord l'actuel président de la République, M. Massoud Pezeshkian. Ensuite, il y a le chef du pouvoir judiciaire. On pourrait le qualifier dans nos pays comme étant le ministre de la Justice, M. Gholam Hossein Mohseni Ejei. Il y a par la suite un juriste provenant du Conseil des gardiens de la Constitution. C'est donc ces 3 personnalités qui dirigent actuellement le pays sous la supervision de M. Larijani. Ensemble, ils vont permettre à ce que la transition soit effective et donner le pouvoir par la suite à un nouvel ayatollah, un nouveau guide suprême. Mais comment est-ce que ce guide suprême sera choisi? C'est là que la chose devient intéressante. Ça commence par la convocation de l'Assemblée. Ici, on parle de l'Assemblée des experts, qui réunit environ 88 religieux, qui eux sont également élus au suffrage universel.
La convocation immédiate va permettre à ce que la réunion soit possible, et ce le plus tôt possible, afin de délibérer sur les 88 qui vont passer par la suite à l'élection. Le critère de sélection des candidats est simple. Le personnage doit d'abord et avant tout être un homme, donc pas une femme. Il doit être religieux, doté d'une compétence politique, d'une autonomie morale, d'une loyauté absolue aux principes de la République islamique. Et depuis 1989, ça c'est la nouveauté, il n'est plus obligatoire d'être un grand ayatollah. Le vote va se faire très rapidement et c'est celui qui aura obtenu la majorité des 2/3 des membres de l'Assemblée des experts qui deviendra le nouveau guide suprême, le nouvel ayatollah. Mais petite chose très importante, c'est que ça ne se fait pas aussi facilement. Il y a en dessous du système des acteurs extrêmement importants, comme le corps des gardiens de la révolution. Ce sont eux qui, en tant que force militaire, économique et dominante surtout, doivent donner leur aval. S'ils ne l'ont pas fait, alors il est très compliqué pour que le nouveau choisi dans l'Assemblée d'experts puisse facilement siéger. Il y a aussi les successeurs potentiels qui ont été nommés, tels que le fils du guide, Mojtaba Khamenei, le petit-fils du fondateur de la République, Hassan Rohani, tous ces acteurs qui ont eu un point important, qui comptent également dans la théocratie iranienne, qui doivent également donner leur point de vue, s'exprimer, soutenir le personnage qui sera choisi comme le nouvel ayatollah, le guide suprême. Voici donc comment est-ce que la chose se fera, comment est-ce que la transition aura lieu. Mais chose extrêmement importante à noter là maintenant, c'est que le conflit ne s'est pas arrêté. Et toute sa population vivant à Téhéran, la capitale, puisse quitter la ville ou se cacher dans des bunkers très fortifiés afin que les bombardements étrangers ne puissent pas leur causer énormément de pertes. Mais ça signifie également que la guerre va continuer parce que l'Iran n'a pas encore ou n'est pas encore désireux de dire son dernier mot. Parce que les États-Unis et Israël continuent de bombarder Téhéran. Et également, l'Iran de son côté lance des missiles ici et là contre toutes les bases américaines se situant dans la sous-région, mais également et surtout à Tel Aviv, Jérusalem, des localités, des villes israéliennes, proches surtout d'Iran, contrairement aux États-Unis. Donc le conflit continue. Le président des États-Unis de son côté a déclaré connaître celui-là qui pourra remplacer le régime mis en place. Et tout porte à croire qu'il s'agirait du fils de l'ancien Shah, Reza Pahlavi, qui lui est un pion soutenu vaille que vaille et qui récemment a été dans une campagne de publicité, d'expression, pour le faire connaître au grand public, qui serait ou qui peut être celui dont le président américain parle. Mais pour l'instant, aucune information officielle concernant la personnalité, donc le nom, n'a été donnée. Mais il faut comprendre que la chose est en train d'évoluer et les États-Unis ont atteint une partie de leur objectif. Parce que dans la vidéo d'hier qu'on a sortie, nous avons clairement signifié que les États-Unis ont deux objectifs. D'abord, mettre à mal le projet de l'armement nucléaire et par la suite renverser le régime et installer effectivement celui-là qui pourra assurer les affaires des États-Unis. Et lorsqu'on voit ce qu'on a aujourd'hui, c'est le régime qui est en train d'être renversé, en ce sens où le guide suprême a été assassiné. Et on va plus ou moins vers l'objectif de l'arme nucléaire fixé par les États-Unis, en ce sens où l'Iran a demandé très rapidement une réunion avec l'AIEA, qui est l'agence qui supervise la détention de l'arme nucléaire. Il faut comprendre que les choses sont en train d'aller pour l'instant dans le sens des États-Unis. Est-ce que l'Iran va perdre le combat? Il y a 70% de chances que cette thèse se réalise parce que le rapport de force est largement bénéfique à Israël et États-Unis contrairement à l'Iran. C'est donc là qu'on se pose également une question. Où se trouvent les alliés de l'Iran? Parlant donc de la Chine, de la Russie, ces pays-là qui pouvaient ou qui doivent soutenir l'Iran actuellement. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'accord de défense entre ces pays-là. Parce que c'est s'il y a un accord de défense, qu'ils pourraient ou qu'ils doivent soutenir l'Iran. Comment est-ce que ça se fait? Il y a un accord qui existe entre l'Iran et la Russie. C'est le traité de partenariat stratégique global qui a été signé le 17 janvier 2025 à Moscou, en Russie. Il est prévu pour 20 ans. L'objectif est de renforcer la coopération militaire, économique et politique, mais sans clause de défense mutuelle. Il y a l'accord avec la Chine, qui est l'accord de coopération stratégique de 25 ans entre l'Iran et la Chine, qui a été signé le 27 mars 2021. Il est en clair accord de coopération économique, énergétique et sécuritaire, sans obligation de défense militaire. C'est donc ainsi que l'Iran ne peut pas compter automatiquement sur le soutien de ces pays-là, parce qu'il n'y a pas d'accord de défense directe, ce qui explique la raison pour laquelle ces pays ne sont pas intervenus dans le conflit. Par contre, il y a une chose à côté qui doit également attirer notre attention. Lorsqu'on se dit fervent partenaire d'un acteur, il y a des choses qu'on fait pour cet acteur en dépit même des accords qui peuvent exister, donc le soutenir par exemple. Et on aurait donc pu voir le soutien ici et là, même s'il n'est pas extrêmement fort, de la Russie et de la Chine. Mais ce n'est pas le cas, parce qu'en face aussi, ce sont les États-Unis qui sont impliqués.
Et donc, la Russie, la Chine, qui sont au regard du monde des adversaires ou des ennemis des États-Unis, et qui en dessous sont des acteurs de coopération des États-Unis, ne peuvent pas s'exprimer. Parce que finalement, on a une impression qui confirme la théorie selon laquelle tout ceci, donc la rivalité Russie, Chine, États-Unis, n'est rien d'autre qu'une mise en scène pour donner une impression d'une bipolarisation plutôt qu'une unipolarisation du monde où les États-Unis font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, mais surtout quand ils ont décidé. Voici donc ce qu'il faut comprendre retenu de cette vidéo. Et vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, où on publie en temps réel l'information et l'évolution de la situation en Iran. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner, de liker cette vidéo et de dire en commentaire ce que vous pensez de la situation en Iran. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.